sommes de retour dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, je reçois sur notre plateau Arthur Portier. Arthur qui est Commodities Analyst pour Agritel, avec qui nous allons parler cours des céréales. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le cours du blé a atteint un plus haut historique le 16 mai dernier, lundi 16 mai, à 458 € la tonne. Comment l'expliquez-vous ? Alors, on a des marchés qui étaient d'ores et déjà tendus sur la scène internationale depuis grosso modo l'été 2021 pour des raisons liées à l'offre et la demande et notamment un problème sur l'offre puisque le Canada a souffert d'une sécheresse importante, donc on a réduit les volumes produits. Il en a été de même pour la Russie avec une légère sécheresse sur le mois de juin. Donc on avait déjà un marché qui était relativement tendu. S'en est suivi évidemment la partie ukrainienne qui a engendré des blocages logistiques. Lorsqu'on sait le poids de l'Ukraine dans les échanges internationaux, automatiquement ça a engendré une hausse significative des cours. Et là s'ajoutent de nouveaux problèmes météo puisque la récolte 2022 dans l'hémisphère nord, qui sera récoltée au mois de juillet, est mise à risque par, aux États-Unis, une sécheresse importante sur les blés d'hiver, mais aussi en France, où on voit le déficit hydrique marqué. Tout ça crée un emballement de l'ensemble des matières premières agricoles. De l'ensemble des matières premières agricoles. Michel-Édouard Leclerc expliquait très récemment, ça fait 15 jours, 3 semaines, qu'il nous explique que les denrées alimentaires, aujourd'hui, l'inflation qu'on remarque sur les denrées alimentaires ne proviennent pas de la crise en Ukraine. Il explique très simplement que c'est la désorganisation logistique liée au Covid, la reprise de la croissance et la crise de l'énergie. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, Michel-Édouard Leclerc prépare visiblement ses prochaines négociations. Il s'avère qu'il y a une partie du prix qui intègre évidemment déjà la partie ukrainienne et les blocages logistiques qu'il y a là-bas. Maintenant, c'est vrai, il voit juste sur le fait que la reprise de la croissance économique a été si violente qu'il y a eu un effet ciseau sur les matières premières entre l'offre et la demande. On est sur des cycles longs en agriculture, donc le temps produire. Après, Michel-Édouard Leclerc évoque aussi la spéculation. Sur cette spéculation-là, et lorsqu'il évoque le fait que les agriculteurs ne vendent pas et sont assis sur le tas, il faut expliquer à Michel-Édouard Leclerc que moi en tant que producteur, ma récolte je vais la récolter au mois de juillet de cette année en blé et qu'aujourd'hui je ne vais pas risquer à vendre plus de 30-40% de ma récolte alors même que j'ai un risque climatique devant. Donc non, sur certains points il a tort. Sur certains points il a tort. Alors justement vous expliquez les 458 € dont on parlait en introduction, c'est pour livraison septembre. Si on regarde les livraisons octobre, novembre, décembre, elles sont moins importantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Elles sont moins chères. Alors elles restent élevées, mais c'est vrai qu'on a un marché qui évolue en déport, donc sur les échéances rapprochées elles sont plus élevées pour la simple et bonne raison que le marché n'incite pas les producteurs à stocker. Il dit j'ai besoin de marchandises tout de suite puisque la tension elle est maintenant. La tension elle est évidemment logistique, on l'a dit sur la partie ukrainienne et il y a encore énormément d'incertitudes et de flou sur l'issue du conflit et elle est aussi sur la problématique de se dire qu'avec les politiques de certains États qui sont relativement protectionnistes, aujourd'hui on va avoir besoin de marchandises très vite et notamment de marchandises françaises. Alors effectivement vous parlez de protectionnisme, d'embargo, taxes, quotas, les restrictions au commerce international de produits agroalimentaires agricoles se multiplient. On pense notamment à l'Inde qui très récemment a fermé, a interdit les exportations. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir, que ça va entraîner sur le marché des céréales ? Alors on a eu l'Indonésie sur l'huile de palme récemment, on a maintenant l'Inde sur le blé. Il s'avère que l'Inde n'est pas structurellement un exportateur, mais beaucoup d'opérateurs ont nourri des espoirs de voir l'Inde remplacer en partie les exportations ukrainiennes. D'où la déception de certains opérateurs et la flambée qu'on a connue notamment lundi avec une hausse de plus de 20 € la tonne sur le marché. Maintenant, il s'avère que si vous avez l'Inde qui n'exporte pas ces 10 millions de tonnes comme c'était prévu et qui va peut-être faire 4-5 millions de tonnes, d'autres pays vont devoir compenser et l'Ukraine, et en partie la Russie avec les sanctions et les problèmes logistiques qu'il peut y avoir dans le pays, et maintenant l'Inde. Et dans ce contexte-là, toute la demande va se concentrer vers quelques origines, et ces origines, elles sont notamment françaises ou américaines, peut-être canadiennes si les semis se passent bien, mais en tout cas, on a de moins en moins de personnes capables de nourrir le monde. De pallier à ces restrictions, vous nous expliquez que le Canada, les États-Unis, par des phénomènes météorologiques, finalement, ne pourraient peut-être pas assurer ce transvasement de l'offre, du coup. Alors c'est vrai que la météo est toujours extrêmement importante, on le voit en France actuellement avec le déficit hydrique, mais si on va au Canada, les semis sont en train de débuter, sauf qu'ils débutent dans une partie humide assez importante, donc qui sont ralentis par l'humidité et le froid. Il en est de même pour le maïs aux États-Unis, il en est de même pour les blés de printemps aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a quand même quelques phénomènes météo, inévitablement, qui viennent apporter leur grain de sel et mettre un peu d'huile sur le feu sur les marchés. Alors on sait qu'en Ukraine, c'est la partie orientale qui fournit le plus, qui est la plus agricole. Les combats se déroulent dans la partie orientale. Est-ce que vous avez déjà une vision de l'impact que ça pourrait avoir si le conflit continue à horizon pour la saison
2023? Alors, il faut rester très humble face à ça au regard du nombre d'incertitudes, mais c'est vrai qu'on est en train de passer d'un problème logistique à un problème agricole. 2 points sur la partie ukrainienne. Il y a les semis de printemps qui concernent le tournesol, qui concernent le maïs, qui concernent les orges notamment. Et il y a la partie évidemment culture d'hiver, dont le blé, le colza principalement. Et il s'avère que ces cultures ont déjà été semées. Maintenant, plus de 30% des blés sont dans la partie où il y a une présence militaire russe. Donc automatiquement, ça va créer des problèmes pour les agriculteurs ukrainiens pour rentrer dans les champs, pour soigner leurs plantes, mais aussi peut-être pour récolter, puisque aujourd'hui, ils font face à certains problèmes, notamment en termes de fuel, où ils ont des difficultés pour s'approvisionner. Et dans ce contexte-là, on parle d'une nette baisse de la production agricole en Ukraine l'année prochaine. En Ukraine l'année prochaine, alors effectivement, vous avez raison, on parle beaucoup du blé, mais l'Ukraine n'est pas que producteur de blé. Vous parlez d'orge, de maïs, de tournesol. On pense donc l'huile de tournesol vient à manquer sur les étals françaises. Ça peut continuer. Enfin, quelles sont la perspective que vous voyez vous en tant qu'expert? Alors, l'huile de tournesol, il faut savoir que 50% de l'huile de tournesol au niveau mondial est exportée par l'Ukraine, 30% par la Russie. Donc on voit bien que le problème actuellement est 80% qui provient de la mer Noire de l'huile de tournesol et une grande partie vient en Europe. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, la problématique que l'on a sur la logistique ukrainienne qui se transforme en problème agricole puisqu'ils ne peuvent pas semer comme ils le souhaitent leur tournesol, on a une production qui pourrait passer de 17,5 millions de tonnes l'année dernière en graines à proche des 9-10 millions de tonnes cette année. Donc automatiquement, la tension sur l'huile de tournesol devrait se poursuivre et même si les agriculteurs français ont emblavé davantage cette année, ça ne compensera pas la perte de la provenance ukrainienne. Mais alors dans ces cas-là, est-ce que pour protéger le consommateur, les autorités françaises pourraient être amenées à interdire les exportations? Alors il faut savoir en blé déjà, la France donc, qui produit aux alentours des 35 millions de tonnes, ça sera certainement un petit peu moins cette année avec la sécheresse, il y a 50% qui est destiné au marché intérieur, 50% qui est exporté, soit vers l'Union européenne, soit vers les pays tiers, avec comme principal client l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc il s'avère que les mesures protectionnistes prises par certains pays, la France n'a pas à les prendre sur le blé puisqu'aujourd'hui on est autosuffisant. Maintenant il y aura une compétition entre le marché intérieur et le marché export, ça c'est un fait. Et demain, il faudra la jouer collectif. C'est au niveau européen que ça joue. Donc il ne faut pas qu'il y ait un État européen qui prenne la décision tout seul d'interdire tel ou tel export sur les produits. Il faudra la jouer collectif sur ce dossier et rappeler, encore une fois, que la France aujourd'hui nourrit une grosse partie des populations et des acheteurs internationaux qui n'ont pas la chance de pouvoir produire du blé. Donc un embargo demain pour les origines françaises et automatiquement c'est un cataclysme sur la scène sur la fin internationale. Sur la scène internationale, vous parlez de cataclysme sur la scène internationale. Est-ce que le risque, comme il y a une quinzaine d'années, c'est cette situation? Alors c'est un des responsables de la Banque d'Angleterre qui dit que la tension sur les marchés agricoles aujourd'hui va entraîner inévitablement des guerres de la faim. C'est ce que vous pensez aussi? On y est déjà, on est à l'aube de ces émeutes de la faim. Il y a des tensions sociales extrêmement importantes dans certains pays. Des pays comme l'Algérie qui peuvent avoir des devises en vendant du gaz ou du pétrole et peuvent acheter du blé derrière, mais ce n'est pas le cas de bon nombre d'autres pays. Par exemple, le Bangladesh qui allait se fournir en Inde pour le blé, qui voit aujourd'hui l'embargo indien, doit aller chercher d'autres sources d'approvisionnement et donc, sur des niveaux de prix élevés, peut mettre à mal ses finances. Donc vous avez des pays aussi comme le Sri Lanka qui avait fait le choix agricole de se développer sur le non-pesticide et qui se retrouve aujourd'hui dans une impasse terrible. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits et qui peuvent courir à des émeutes de la faim, ça c'est une évidence. Mais clairement, il faut rappeler le rôle de la France aujourd'hui, de cette agriculture forte française, destinée à l'export en partie et destinée au marché intérieur pour l'autre, qui assure la paix sociale au niveau international. D'accord, c'est très important et c'est très encourageant ce que vous dites. En France, si on s'intéresse au marché français, est-ce que cette sécheresse, alors j'aime bien la tournure, la sécheresse va-t-elle nous mettre dans le pétrin? En gros, quid des répercussions sur le prix des denrées alimentaires courantes en France? Alors au niveau international, c'est là que ça joue sur les marchés. C'est pas seulement la sécheresse française qui fait grimper les prix. Mais c'est vrai que dans un système de tension comme on a aujourd'hui, la nervosité est très forte sur les marchés. On le voit, la moindre nouvelle accentue la hausse ou accentue la baisse sur les marchés. Il s'avère que la sécheresse actuellement que l'on connaît en France va nous mettre dans la panade pour certains produits. Et si on parle du blé, évidemment qu'il y aura une répercussion sur le panier du consommateur moyen. Ça sera aussi la même chose pour l'huile, puisqu'il n'y a pas seulement la matière première agricole qui a augmenté. Si on prend la baguette qui est le symbole français, il n'y a pas que la matière première agricole et donc le blé tendre qui a augmenté, mais il y a aussi toutes les charges énergie qu'il y a avec le gaz, l'électricité et qui vont engendrer inévitablement une hausse des produits alimentaires en France. C'est ça, il y a en fait, toutes les charges opérationnelles, on peut même penser qu'il y a une hausse des salaires qui va probablement arriver, qui devra être impactée, qui impactera forcément le prix. Arthur,
est-ce qu'on peut parler, si on en revient au conflit en Ukraine, est-ce qu'on peut parler d'armes agroalimentaires ? On peut parler d'armes agroalimentaires, on le voit, la notion géopolitique sur le blé est extrêmement importante. On en a parlé avec le rôle de la France de nourrir une partie des pays du Maghreb notamment, sans quoi on va avoir des flux migratoires importants. Hein. Si ils ne peuvent pas avoir accès à l'alimentation, des bons nombres de populations vont migrer vers là où l'alimentation est. Donc oui, il y a une véritable arme géopolitique. Oui. Maintenant, se pose la question justement du président russe Vladimir Poutine, qui peut utiliser justement ces stocks de blé et la bonne production attendue pour l'an prochain pour rassurer une partie des populations et des acheteurs internationaux en leur disant « Ne vous inquiétez pas, moi j'ai du blé ». Et alors il a du blé, oui, on sait qu'il a du blé. Est-ce qu'il ne pourrait pas orienter les flux de ces stocks vers la population locale ? Alors aujourd'hui, hein, en termes de pays exportateurs, la Russie est le premier pays exportateur. Donc ils ont les capacités de se nourrir et d'exporter. Au regard de la production à attendre, ils peuvent aller à plus de 45 millions de tonnes d'export. Ce n'est pas les chiffres avec lesquels nous travaillons, hein, pour la simple et bonne raison qu'il y a des sanctions qui ont été mises au niveau international qui peuvent freiner ces flux. Il y a la logistique qui va être aussi compliquée. Mais c'est vrai que la Russie aujourd'hui compte dans le paysage agricole mondial. Ok, très clair. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes commodities analyst chez Agritel. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la commo du jour. À tout de suite sur TV Finance.